Bonjour, bienvenue à nouveau sur le plateau de la Biomime Expo Digital Week. Merci aux partenaires que vous venez de voir défiler, qui rendent Biomime Expo 2020 enfin possible. On est très heureux de tenir ce rendez-vous. On voulait absolument qu'il y ait un millésime 2020 sur Biomime Expo, donc en format digital. Et on continue aujourd'hui, mardi 8 décembre, sur le biomimétisme façon business, entrepreneuriat, investissement, start-up. On vient d'avoir ce matin les prix de la finale du Biomime Challenge. Donc on va, d'une certaine manière, dans une continuité logique, voir comment accompagner ces projets du Biomime Challenge en projet d'entrepreneurs et en développement. Et c'est pour ça qu'on a une séquence spéciale maintenant qu'on a intitulée sous le nom Biomime Invest, pour dire que, eh bien, écoutez, figurez-vous que le biomimétisme, c'est aussi des innovations bio-inspirées à impact et à potentiel. Donc, on est ensemble de 14h30 à 16h pour voir comment booster la Biomime Deep Tech. Et on a un très beau plateau pour ça, et je suis content parce que je ne suis pas tout seul en plateau. À moitié duplex et en moitié plateau, on a, si on peut voir la diapo qui s'affiche. Alors, on va commencer par le plateau. À ma gauche, Géraldine Ganvaux du 3D Experience Lab de Dassault Systèmes, qui a à sa gauche Franck Sylvain, le CEO de Heal Energy, vous savez, la fameuse membrane hydrolienne ondulante productrice d'énergie. Et j'ai à ma droite Johan Fournil, qui représente M2I, vous savez, cette fameuse approche en substitut aux pesticides qui travaille, on va dire, sur tous les services que peuvent nous rendre les phéromones. Et en duplex, on a avec nous Delphine Bouvier de ce qu'on appelle l'Open Innovation du groupe L'Oréal, Audrey De Vidal de la direction de la valorisation. Bonjour Audrey. Bonjour Delphine, chargée de la valorisation au Muséum national d'histoire naturelle, parce que il y a des labos, il y a des chercheurs, il y a de l'innovation au muséum, et il y a largement de quoi continuer à valoriser tous ces travaux fabuleux réalisés par le muséum, qui a quand même un petit avantage, c'est d'avoir une sacrée collection de spécimens bio-inspirants à portée de main. Et également Pierre Leblinvaux, avec une double casquette en tant que président de TechnoFounders et cofondateur de BioInspire, dans la continuité des travaux de Claude Grison, qui viendra nous détailler ça vendredi matin. Donc merci beaucoup d'être présent. Ce que je vous propose, c'est... Pardon, je vais prendre l'antenne encore pendant 3-4 minutes pour dérouler quelques diapos sur cette idée dont on va se servir pour amorcer la conversation, sur cette idée d'une forme de collectif autour de Biomime Invest et de la façon dont on pourrait essayer d'accélérer les innovations bio-inspirées à impact, parce qu'on s'en rend compte depuis tout le travail formidable réalisé par le CBIOS, depuis tous les échanges à l'occasion des Biomime Expo et dans toute la veille qu'on réalise toute l'année, que le biomimétisme passe de plus en plus de la recherche aux applications et répond à des enjeux d'aujourd'hui. Ce qui est nouveau, encore une fois, ce n'est pas forcément le biomimétisme, mais c'est sa capacité à répondre de façon nouvelle à des enjeux qui, eux, sont nouveaux et de plus en plus cruciaux. Donc, je ne voudrais pas enchaîner tout de suite. Peut-être un petit mot d'accueil, pardon pour la diapo. Peut-être un petit mot d'accueil, je ne voudrais pas monopoliser trop. Peut-être Géraldine et Franck nous dire bonjour, et peut-être en duplex aussi. Et ensuite, je montre quelques diapos pour lancer la conversation. Bonjour, ravi d'être là avec vous pour cette semaine dédiée en fait, au biomimétisme et à l'innovation surtout. Donc, Géraldine Ganvaux, 3D Experience Lab Dassault Systèmes, et Franck Sylvain, Heal Energy, vous connaissez déjà et vous êtes déjà partenaires. Oui, on se connaît depuis 4 ans maintenant, et c'est une chance d'être dans le lab de Dassault Systèmes avec toute l'aide qu'ils peuvent nous apporter. Participer même aux séances de brainstorming qu'on peut faire. Donc ouais, c'est très important pour nous d'y être. Et c'est aussi important d'être ici. Et merci Alain de supporter et de nous inviter à cet événement. Bonjour nos amis en duplex. Bonjour Delphine Bouvier. Bonjour. Merci beaucoup Alain pour cette invitation. Très intéressé de participer à cette table ronde.
Merci. L'Oréal, depuis longtemps, et s'intéresse au biomimétisme, d'une certaine manière, en partie à l'origine de la création du CBIOS, partenaire de Biomimexpo depuis l'origine, évidemment, avec notamment sur la partie recherche avancée, des travaux largement en cours, à travers une cellule d'expertise pilotée par Lucie Tourné-Couturier. La cellule s'appelle le Biomime Reflex. Merci Audrey de Vidal d'être avec nous. Bonjour, ravi d'être avec vous et merci de donner la parole au Muséum national d'histoire naturelle lors de cette session. Merci beaucoup. Ça va être passionnant de vous écouter parce que vous allez probablement nous révéler une facette du muséum que peut-être on connaît moins, mais c'est cette facette recherche, innovation, valorisation. Ça sera passionnant de vous écouter tout à l'heure. Et bonjour et merci Pierre Leblinvaux d'être avec nous, à la fois en tant qu'investisseur et entrepreneur. Et merci beaucoup Alain. C'est ma première participation au salon virtuel pour la première et je suis ravi d'être avec vous. J'espère que mon point de vue pourra apporter un regard de jeune entrepreneur sur ces aventures. Certainement. Et merci Johan Fornil, qui nous servira un petit peu de témoin à travers les plusieurs belles levées de fonds déjà réalisées par M2I Life Sciences, ou M2I Biocontrol, parce qu'on est à la frontière entre le biomimétisme, la bio-inspiration et le biocontrôle. Enfin, en gros, comment le vivant peut nous aider aussi, nous rendre un certain nombre de services. Merci Johan d'être là. Mais merci à vous de m'avoir invité, de nous avoir invités, nous M2I, à prendre la parole. Très flatté d'être en excellente compagnie avec des entreprises prestigieuses et des scientifiques prestigieux. Et c'est la deuxième fois qu'on participe à Biomimexpo et on est toujours ravis d'être là. Oui, merci Johan. Effectivement, si vous voulez une séquence plus longue sur Johan et notamment sur la partie M2I, regardez la conférence de l'année dernière qui est sur la chaîne TV sur YouTube. Alors cette fois-ci, je veux bien effectivement, pardon la régie, ils sont formidables, ils sont d'une agilité, je ne vous cache pas, depuis hier matin, poser un peu le décor de cette idée. On en parlait un peu avant que ça démarre avec Franck Sylvain. Et si, dans quelques temps, on allait jusqu'à créer un fonds d'investissement dédié aux innovations bio-inspirées à impact pour essayer de développer tout ça, ça serait peut-être assez sympa. Donc, pour l'instant, ça s'appelle Biomime Invest. L'idée, c'est de voir comment réunir un collectif au service de l'accompagnement, de la révélation de ces innovations Biomime Deep Tech, un collectif assez pluridisciplinaire. Vous savez que les innovations bio-inspirées font souvent appel à de la multicompétence, à de la pluridisciplinarité. Et bien là, l'idée, c'est que ça n'intéresse pas que les fonds d'investissement, le biomimétisme, on va le voir avec L'Oréal ou avec le Muséum, ça intéresse un certain nombre de parties prenantes qui ont soit des idées à valoriser, soit qui cherchent des partenariats divers et variés, soit qui accompagnent aussi avec des outils ou des compétences, comme le lab du 3D Experience Lab. Donc, comment essayer de gagner du temps, d'aller plus vite et de révéler des innovations bio-inspirées. Johan Fornil en témoignera tout à l'heure. Dans les différentes levées de fonds de M2I, il y a souvent beaucoup de diversité de fonds d'investissement ou de partenaires financiers en réalité. Et donc, comment accélérer ça, sachant que petite analyse que je livre à la conversation de tout à l'heure, on pourrait considérer que le biomimétisme, le biomime, c'est 3 fois deep tech. On pourrait dire que c'est une deep tech culturelle dans la façon d'appréhender le vivant et de ne plus considérer que c'est quelque chose qui est en dehors de nous, mais considérer que ce n'est pas uniquement un problème, mais surtout une solution. Et cette appréhension culturelle, on se rend compte dans tout le travail qu'on fait sur le biomimétisme toute l'année que c'est généralement un moteur extrêmement puissant. J'imagine que quand Johan Fornil parle de M2I et de confusion sexuelle par dispersion de phéromones, le premier réflexe, c'est « Ah oui, alors, franchement, j'avais jamais pensé à ça » et probablement qu'on regarde les insectes d'une autre manière après. Donc c'est un changement d'approche, un changement de regard qui est probablement d'abord culturel. Et finalement, l'effet probablement le plus massif qu'on peut observer quand on parle de biomimétisme, ce n'est pas nécessairement une innovation en particulier qui va à elle seule tout changer, mais le changement massif, c'est ce changement de regard sur le vivant. Deuxièmement, une deep tech méthodologique, parce que souvent c'est pluridisciplinaire, comme je le disais. Il faut mêler les compétences, et notamment quand des fonds d'investissement s'intéressent à des innovations inspirées, ce n'est pas toujours évident de les repérer, parce que ce n'est pas écrit dessus. En plus, il y a souvent un peu de débat sémantique sur l'usage des mots.
bioinspiration, biocontrôle, bioassistance, biomimétisme, etc. C'est pas toujours évident. Il n'y a pas de code NAF, donc il n'y a pas une colonne avec des tags. Ça, c'est bio-inspiré, vous pouvez regarder. Donc, il faut du collectif pour repérer et il faut du collectif pour évaluer et notamment de la compétence scientifique. Et puis, évidemment, c'est une deep tech technologique. C'est souvent la première à laquelle on pense, mais finalement, ce n'est pas que ça. Dans les ruptures d'approche, une membrane ondulante qui est capable de créer de l'énergie dans des très faibles courants marins, c'est une deep tech technologique, c'est-à-dire que c'est un truc qu'on n'arrivait pas à faire avant. On se disait il faut d'énormes machines dans de très forts courants. Eh bien non, il y a d'autres façons de faire. Et donc, en cela, ce mot, cette sémantique deep tech dont on entend parler depuis déjà quelques années, c'est aussi quelque chose qu'on peut coller à cette approche du biomimétisme et c'est intéressant, ça serait intéressant d'en parler avec vous. Ensuite, eh bien, évidemment, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça et pourquoi est-ce que nous, on est passionnés et convaincus de biomimétisme? Parce qu'on considère que le vivant peut nous aider à régler un certain nombre de problèmes et que probablement qu'en réalité, c'est surtout la planète qui est en état d'urgence sanitaire et pas que nous. Depuis un an maintenant, on parle d'état d'urgence sanitaire avec une vision finalement très anthropocentrée, une fois de plus. Il n'y a pas que l'homme qui est en état d'urgence sanitaire, il y a probablement depuis maintenant pas mal d'années d'abord et surtout la planète et les espèces vivantes de la planète. Et donc il faut résoudre ça. Et le biomimétisme est une nouvelle feuille de route pour apporter des solutions nouvelles à tout ça. Et donc, pour donner quelques chiffres, et je m'arrêterai à ça, on a commencé, alors côté New Corp, qui a pris l'initiative de BioMexpo et travaille toute l'année là-dessus, à poser des chiffres. Parce que parfois, les chiffres parlent aussi. Et sur un premier périmètre, et c'est une étude qui est pour l'instant confidentielle, on la sortira début 2021, mais sur un premier périmètre d'une quinzaine de startups françaises, on est déjà à plus de 300 millions d'euros de levée de fonds investis sur des innovations qu'on peut considérer comme de la biomime deep tech. Et derrière ces 300 millions investis, probablement plus proche de 400 ou 500, mais on a encore un peu de travail à faire, on a déjà identifié une cinquantaine de structures qui ont mis de l'argent sur des innovations bio-inspirées. Et ce qu'on constate aussi toute l'année dans nos travaux, dans les travaux du CBIOS, dans les différentes démarches qu'on peut activer ici ou là, c'est que, et moi j'ai pas peur de parler d'une forme de bio-inspired generation qui est en train d'émerger et de naître. Et donc c'est sympa, parce qu'il y a souvent beaucoup d'énergie positive autour de ces projets. Je me souviens de Marianne Gallardo, qui travaille au laboratoire Crygène de chez Engie, qui nous disait, mais les équipes qui travaillent sur des innovations bio-inspirées, elles ont la pêche, elles sont énergiques, elles sont enthousiastes. C'est vrai que travailler sur le vivant et sur les solutions du vivant, ça réouvre des perspectives. Et donc, comment révéler, accompagner, accélérer par un collectif? Parce que finalement, là aussi, le vivant, il travaille toujours en collectif, par des approches symbiotiques, convergentes, des projets bio-inspirés à impact. C'est aussi bête que ça, cette idée dont je voudrais qu'on discute aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour échanger là-dessus et voir comment, à plusieurs, on peut peut-être voir davantage de choses, plutôt que la vision qu'on a avec toujours des stéréotypes et puis un cadrage, un focus un peu préformaté, parce qu'on est tous assez formatés. Comment on peut aider à accélérer des projets en les accompagnant avec différents moyens. Donc merci beaucoup pour échanger là-dessus. Et pour lancer la conversation, je me tourne vers L'Oréal et l'Open Inno avec vous, Delphine Bouvier, parce que c'est déjà votre activité au quotidien que de vous intéresser de manière ouverte à des solutions innovantes chez vous et dans la galaxie périphérique de L'Oréal. Voilà, comment repérer des solutions innovantes. Et il se trouve que vous êtes déjà passionné et convaincu de biomimétisme. Donc, merci de nous réexpliquer un petit peu, on a quelques diapos pour vous, de nous réexpliquer un petit peu pourquoi vous aussi, du côté de l'Open Inno de L'Oréal, vous seriez intéressé par le développement de ces innovations bio-inspirées à impact. Absolument. Absolument. Merci beaucoup, Alain, pour cette introduction. Et merci aussi pour le positionnement de ce Biomime Invest. J'aime beaucoup la façon dont vous l'apportez en disant que c'est finalement 3 fois Deep Tech, parce que je pense qu'effectivement, ça résonne absolument dans ce que L'Oréal a
l'intention de faire aussi. Donc peut-être quelques mots à propos de moi-même, de mon parcours, et vous allez comprendre de cette inspiration de la nature qui est assez importante pour moi. Donc ça fait une quinzaine d'années, un peu plus maintenant, que je travaille au niveau de la recherche et innovation de L'Oréal. Et en fait, depuis toutes ces années, j'ai toujours eu deux fils directeurs, et j'ai eu la chance d'avoir des postes qui m'ont emmené sur deux fils directeurs. Le premier fil directeur a toujours été la relation partenariale, parce que voilà, j'ai eu la chance d'avoir des postes qui m'ont toujours amené à être en relation avec les partenaires extérieurs de L'Oréal, dans l'idée de monter avec eux des collaborations dans le domaine des sciences du matériau, des sciences du vivant. Et ça a toujours été extrêmement passionnant. Et le deuxième fil directeur qui m'a toujours accompagnée de façon parallèle a été le développement durable. Et j'ai démarré finalement en 2009 par des aspects plutôt réglementaires, puisque voilà, j'ai été en charge à un moment donné de mettre en place la réglementation REACH sur les dossiers environnementaux de nos matières premières au sein de notre R&D. Et puis, plus récemment, j'ai eu la chance de faire un parcours en Asie, où j'étais en charge de la recherche avancée, donc toujours en lien avec les partenaires extérieurs, et puis avec une dimension supplémentaire qui était la coordination de notre programme Sharing Beauty with All, qui a été le programme de développement durable de L'Oréal depuis 2013, et puis qui se finit cette année, et qui nous permet d'ouvrir la nouvelle feuille de route de développement durable de L'Oréal. Je vais vous l'expliquer. Donc, si vous voulez, cet ensemble-là a toujours fait beaucoup de sens pour moi. Et pour le petit clin d'œil, si la régie peut mettre le slide, oui, voilà, merci. C'est une photo que j'ai prise quand j'étais au Japon, et qui pour moi, puisque vous nous posiez la question en préparant Alain de comment la nature nous inspire, cette photo-là m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, ce petit giseau que vous voyez, cette petite statuette en pierre qui représente finalement l'homme dans son environnement, voilà, je le trouve parfaitement intégré dans son environnement naturel, dans ce parterre de feuilles, et puis très en lien avec son écosystème. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est une photo qui représente bien ce qu'est la nature japonaise, mais au-delà de la nature japonaise, et que je trouve intéressante parce que c'est l'homme intégré dans cette nature. Alors, 2-3 mots sur notre programme de développement durable, qui est le programme que l'on appelle L'Oréal for the Future. Donc, vous pouvez aller sur le slide d'après au niveau de la régie si vous voulez. Voilà. Donc, le programme L'Oréal for the Future, en fait, en quoi consiste-t-il ? C'est le programme de développement durable qui va accompagner L'Oréal dans les 10 prochaines années. Donc, on part sur un programme extrêmement ambitieux qui va donner suite au programme Sharing Beauty with All, et en fait qui s'oriente en deux grandes directions. La première direction, c'est la contribution d'un groupe de la taille de L'Oréal, d'une multinationale comme L'Oréal, aux enjeux sociaux et aux enjeux environnementaux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, parce qu'on va parler d'investissement aujourd'hui, L'Oréal investit 100 millions d'euros à travers de l'impact investing sur ces enjeux environnementaux en particulier, avec 50 millions qui seront dédiés au domaine de l'économie circulaire et 50 millions qui seront liés à la régénération des écosystèmes, donc, et en particulier la protection des habitats, que ce soit des habitats terrestres ou marins. Donc, ce programme, si vous voulez, va nous accompagner dans notre contribution à ces impacts, et par ailleurs, ce programme va poursuivre ce que nous avons fait avec Sharing Beauty with All sur la transformation de nos activités et sur la transformation finalement au niveau de la R&D des produits tels qu'on les conçoit. Et dans ce cadre-là, la nature évidemment doit nous inspirer. Donc, comme vous le voyez sur le slide, ce programme en fait a 4 grands objectifs majeurs, que sont le changement climatique, tout le respect de l'eau, des systèmes aquatiques, que ce soit en qualité ou en qualité,
les enjeux autour de la biodiversité, bien entendu, et les enjeux des ressources en termes d'économie de ressources et de circularité de ressources. Et en fait, quand on voit ces 4 objectifs, évidemment qu'on ne peut pas faire autrement que de penser à ce que la nature fait elle-même, qui est finalement elle-même d'être extrêmement économe en énergie, en ressources, d'utiliser bien entendu les ressources locales, de ne pas générer de déchets, mais de réutiliser l'ensemble des éléments pour sa survie et puis pour son évolution. Donc, si vous voulez, dans ce cadre-là, nos enjeux de développement durable sont extrêmement liés à de la bio-inspiration. Et finalement, lorsque l'on regarde comment la cosmétique, d'une façon générale, a été bio-inspirée, c'est pas nouveau. La cosmétique utilise depuis toujours des ingrédients d'origine naturelle, des bioressources, des extraits végétaux. Et aujourd'hui, L'Oréal, pour vous donner une idée, dans l'ensemble de son portefeuille matières premières, 60% sont des bioressources. Mais nous nous engageons d'ici 2030 à ce que ce chiffre s'élève à 95% et qui va représenter 95% de bioressources, de ressources issues de systèmes circulaires ou de minéraux abondants. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, la cosmétique, bien sûr, utilise déjà des bioressources et de ce point de vue-là, est bio-inspirée. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller un cran plus loin dans la bio-inspiration. Donc, vous pouvez aller au slide suivant si vous le souhaitez. Parce que finalement, la nature elle-même va bien sûr au-delà de la création de molécules ou de transformation de molécules. Donc, l'idée pour nous, c'est de regarder la nature dans les fonctionnalités qu'elle crée. Quand on regarde, le vivant est capable de créer des textures, que ce soit des textures souples, rigides, douces, rugueuses, etc. L'ensemble des textures, finalement, est créé par le vivant. Bien entendu, la nature est capable de créer des couleurs, que ce soit des couleurs vives ou plutôt des couleurs pastel, voire du camouflage, bien sûr. La nature est capable de créer des structures extrêmement élaborées, de la nanostructure à la macrostructure. Et tous ces éléments associés et mis en système forment les fonctionnalités qui sont extrêmement intéressantes. Et quand on regarde d'un point de vue de la cosmétique, finalement, la nature est capable de se protéger. Elle se protège des bactéries, elle se protège des rayonnements UV, elle se protège du chaud, du froid et de l'environnement qui n'est pas toujours extrêmement sympathique. Et en fait, quand on regarde, les cosmétiques cherchent aussi ce type de fonction. La nature, de la même façon, c'est se nettoyer ou s'auto-nettoyer, se laver, si on peut le dire comme ça. Et bien entendu, on utilise des cosmétiques tous les jours dans le cadre de notre hygiène. La nature, bien sûr, et le vivant d'une façon générale, c'est se faire belle et beau en créant encore une fois des couleurs, des aspects, des textures, qui est aussi bien entendu une fonction extrêmement intéressante en cosmétique. Enfin, le vivant sait s'adapter et sait évoluer en fonction de son environnement extérieur. Et là aussi, ce sont des questions extrêmement intéressantes pour nous parce que les cosmétiques adaptables demain sont quelque chose, bien entendu, d'intéressant. Donc, comme vous le comprenez, en fait, toutes ces biofonctions méritent vraiment d'être regardées de très près par le domaine de la cosmétique aussi. Alors, ceci dit, bien entendu, et c'est là où on vient sur la question du partenariat à nouveau, L'Oréal ne fera pas ses inventions seul. Et dans ce cadre-là, est extrêmement intéressé d'agrandir son panel de partenariats, son panel d'innovateurs externes sur le domaine de la bio-inspiration. Donc aujourd'hui, L'Oréal, comme vous pouvez l'imaginer, évidemment, un réseau de partenaires mondial, un réseau de partenaires très diversifié, que ce soit déjà des petites startups à des multinationales, des centres d'expertise, comme vous l'avez dit Alain en introduction, tels que le CBIOS, avec qui on collabore depuis de nombreuses années. Donc L'Oréal définitivement va poursuivre ce travail de partenariat et c'est vraiment le rôle
que l'on a au sein de l'Open Innovation, qui est de poursuivre la recherche de partenariats, et en particulier dans un domaine qui est un petit peu nouveau pour L'Oréal, qui est le domaine des startups. Donc, c'est vraiment le sujet que l'on souhaite aborder aujourd'hui, et la recherche d'entrepreneurs, de structures innovantes qui ont envie de penser à travers de la bio-inspiration. Et je vais finir sur ce dernier petit slide, si vous voulez le passer en régie, qui est un petit clin d'œil à notre fondateur Eugène Scheller, qui a créé L'Oréal il y a plus de 100 ans maintenant, mais finalement qui est notre premier entrepreneur parce que lui-même, quand il a créé les premières colorations capillaires, il a créé ces colorations-là dans sa salle de bain. Il faisait du porte-à-porte pour vendre son produit. Donc, en fait, il est notre emblème start-upper, si on peut le dire comme ça. Et l'idée pour nous, c'est de rester au sein de l'Open Innovation, de la recherche et innovation, dans ce mindset-là. Et en lien avec les partenaires extérieurs que Biomime Invest va pouvoir nous proposer demain. C'est formidable. Merci beaucoup Delphine, c'est important de rappeler tout ça parce que de temps en temps on pourrait avoir le sentiment, vu de l'extérieur comme ça, que L'Oréal est une entreprise extrêmement innovante certes, mais qui travaille de l'innovation un petit peu fermée. Eh bien en réalité pas du tout. De moins en moins. Oui, de moins en moins. Bah voilà, vous avez devancé ma question, j'allais vous demander si c'était justement une dynamique depuis quelques années qui était en train de grandir. Alors oui, bien entendu. Le réseau partenarial de L'Oréal, vous savez, c'est pas nouveau. C'est depuis des années, bien entendu, qu'on a tout un tas de partenaires qui nous accompagnent au quotidien et avec qui on développe toutes ces innovations. Donc, bien entendu. Ce qui est plus nouveau pour L'Oréal, et on le construit au fur et à mesure avec ce département d'Open Innovation, c'est plus le travail avec les plus petites structures. Et donc, effectivement, on a dans ce cadre-là une prise de risque, on peut le dire comme ça, à travailler avec des structures qui sont en train de développer eux-mêmes des technologies qui ne sont pas des technologies encore matures. Donc, c'est vrai que L'Oréal, jusqu'à présent, a eu l'habitude de travailler avec des partenaires plutôt de type industriel avec des technologies qui étaient déjà établies et déjà au niveau industriel. Là, l'idée, effectivement, est aussi d'aller chercher de l'innovation disruptive, nouvelle, qui va pouvoir nous apporter des bénéfices consommateurs avec des autres angles de vue. Et puis, effectivement, sur des technologies dont on va accompagner le développement. Merci beaucoup Delphine Bouvier. On va rester un petit peu avec vous, mais je vais faire un détour, entre guillemets, pas très loin, puisqu'elle est à ma gauche, par Géraldine Ganvaux du 3D Experience Lab de Dassault Systèmes, pour rester sur vos deux grandes entreprises, L'Oréal et Dassault Systèmes, pour savoir un petit peu du côté de Dassault Systèmes, à travers ce lab, ce 3D Experience Lab, comment vous aussi, vous ouvrez, et notamment côté start-up, à des porteurs d'innovation. Franck Sylvain pourra en témoigner. Donc, ce sont des approches probablement différentes entre Dassault Systèmes et L'Oréal. Mais merci Géraldine de nous expliquer un petit peu votre mode d'emploi à vous pour vous tourner vers les startups. Merci Alain. En fait, chez Dassault Systèmes, on a ouvert un laboratoire d'open innovation depuis plus de 5 ans, qui a pour vocation en fait d'apporter de l'intelligence collective à des entrepreneurs, à des startups qui sont absolument partout dans le monde, qui peuvent être aussi bien en Asie qu'en Europe, aux États-Unis ou même en Afrique. Et ces startups-là, on les choisit pour leur caractère de deep tech qui vont contribuer à changer le monde en apportant une technologie disruptive. Et ces startups-là, on va leur permettre, entre autres, de leur mettre à disposition non seulement nos outils, donc ce sont des logiciels sur une plateforme collaborative sont des logiciels de 3D, donc qui permettent de faire du design, qui permettent de faire de la simulation, qui permettent également de faire du manufacturing, de la data science, et qui vont en fait via cette plateforme collaborative travailler en mode ouvert pour que l'ensemble en fait des équipes pluridisciplinaires d'une société puissent collaborer ensemble et développer leurs projets de manière rapidement et de manière efficace. Donc, ce qui veut dire que ces startups qui sont vraiment au démarrage de leur projet, on va non seulement donc leur apporter ces outils, mais leur apporter du savoir et du savoir-faire.
Et donc, ça signifie que nous avons en fait chez Dassault Systèmes la possibilité de mettre à disposition des mentors qui sont des experts techniques, mais des experts également business, qui vont en fait collaborer avec la start-up autant de temps qu'il est nécessaire. Donc, en fait, c'est des gens qui, chez nous, ont des compétences et on va faire des appels à projets en proposant donc à ces collaborateurs de passer 10% de leur temps sur un projet d'une start-up. Et donc, ces personnes-là, sous la base du volontariat, vont mettre à disposition en fait leurs compétences et ça va durer 2 ans. Et pendant ces 2 années, pour la start-up, c'est vraiment un mode gagnant puisqu'elle va avoir des outils gratuitement, elle va avoir des compétences techniques et business qui vont les challenger, qui vont leur apporter des solutions. Parce qu'en fait, Dassault Systèmes est présent sur 11 industries. Et on est aussi bien sur du produit physique, donc avec vraiment toute l'histoire de Dassault Systèmes sur des produits que vous connaissez bien, que c'est aussi bien l'automobile que d'ailleurs la cosmétique, que l'architecture et d'autres. Mais on est également aussi sur la molécule. La molécule, donc on est vraiment sur les ressources, la terre et également tout ce qui est les sols et les sous-sols. Donc chez nous, en fait, toutes ces compétences sont réunies et on a donc cette force de pouvoir en fait les accompagner de cette manière-là. Donc on est sur une forme d'accompagnement en compétences et un peu aussi une forme de mécénat de compétences, c'est-à-dire vous êtes une équipe qui repérez, vous êtes à l'affût de choses intéressantes, vous les étudiez, vous portez ces projets auprès de collègues. Et à un moment donné, il y a un go en disant on va aider cette entreprise avec des outils et avec de la compétence. Et ça passe comme ça d'étape en étape. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc on les sélectionne. On fait beaucoup de sourcing très en amont. Donc on a aujourd'hui 195 bureaux Dassault Systèmes dans le monde. Donc on a évidemment des personnes qui peuvent repérer des startups absolument partout. On va les choisir. Donc, il y a un comité de sélection qui a lieu 3 fois par an, au cours duquel on va sélectionner les startups les plus innovantes et qui changent le monde. Pour nous, c'est fondamental. On veut apporter en fait un bénéfice à la planète et aux gens pour vraiment avoir des solutions qui sont durables et désirables. Et on va les faire rentrer dans le programme. Et à partir de ce moment-là, c'est 2 années de collaboration étroite avec la start-up où on leur donne vraiment en fait tout ce qu'on peut leur apporter pour développer leur projet. Mais alors, si je calcule bien, Franck, parce que Dassault Systèmes a, il me semble, eu un petit coup de foudre sur e-Energy en 2016 au premier BioM Expo, mais donc ça fait plus de 2 ans, mais vous n'avez pas l'air d'avoir rompu. Non, heureusement. Alors justement, voilà. Franck, qu'est-ce qui se passe après les 2 ans? Après les 2 ans, en fait, on a beaucoup de mal à se détacher des startups, pour tout vous dire. Non, au bout de 2 ans, la startup, qui en général est en phase d'industrialisation, on continue de l'accompagner encore pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, en fonction des revenus qu'elle a, elle va en fait bénéficier en gros des solutions, toujours de mentoring. Elle va bénéficier aussi de notre visibilité, c'est-à-dire qu'on va les accompagner pour s'assurer qu'elles puissent en fait booster leur développement commercial. Et bien entendu, en fonction de leurs revenus, elles peuvent en fait devenir des clients des solutions de Dassault Systèmes. Et voilà, on les embarque tout doucement. Il n'y a aucune rupture. C'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement. Franck en est le témoin. Donc, en fonction de son rythme, en fonction de leur rythme, on les laisse en fait travailler. On va l'écouter. On va revenir après vers vous, Delphine Bouvier, et puis on ira du côté du muséum. Mais Franck, effectivement, un témoignage. Oui, c'est vrai qu'en 4 ans, en fin de compte, on pourrait penser qu'on n'a pas beaucoup évolué parce que on est toujours avec des petites machines. Mais le travail qu'on a fait sur les 2 dernières années, ça a été de vraiment stabiliser la machine et la fiabiliser. Et là, maintenant, depuis 8 mois, on peut dire qu'on a une machine stable qui marche. Mais le problème, c'est de la faire marcher assez longtemps pour pouvoir la commercialiser. Parce que c'est pas le tout de dire une machine elle marche 3 mois, 6 mois, 9 mois. Là, on est sur des durées longues. Il faut qu'il y ait le moins possible de maintenance sur cette machine
pour qu'elle ait un coût de l'électricité abordable. Et donc, ça prend du temps. Ça prend du temps et on essaye de trouver différentes solutions. Et là, je peux annoncer maintenant que dans les prochains mois, la première machine va être commercialisée. On est déjà en contact avec un porteur de projet pour mettre 25 machines sur un fleuve en France. Donc oui, ça avance bien. Mais voilà, c'est de l'industrie lourde. J'aurais pas pensé, parce que moi je viens pas du tout de ce milieu-là, et comme tu l'as dit, je viens du milieu de la finance. Donc pour moi, ça aurait été beaucoup plus facile de créer un fonds de 300 millions pour Biomime Expo. Attends, il faut qu'on se parle parce que que travailler là-dedans. Mais là, ma vie a un sens. C'est-à-dire que oui, moi aussi, hein. le but, c'est peut-être aussi de gagner de l'argent, mais c'est surtout faire de l'électricité propre, de l'énergie propre, sans émission de CO2, sans déchets. Concrètement, la machine, notamment peut-être la structure, la mécanique, le mouvement, etc. Tu as gagné 2 ans, 3 ans avec les outils de modélisation, de simulation. On parle de réduction de taux d'usure. C'est de ça dont on parle ? Oui, c'est toutes les forces qui sont en jeu, parce que cette machine marche comme aucune autre ne marche. Hein. On imite un poisson. L'ondulation, la force de l'ondulation est très très forte. Et d'ailleurs, on a commencé à se dire on va récupérer l'énergie purement de cette ondulation qui était énorme. Et donc, on avait mis 6 générateurs sur la machine. C'est là-dessus que Dassault nous avait rejoint. Mais le problème, on n'arrive pas physiquement à contenir et à capturer toute cette force parce qu'elle est trop forte, tout simplement. Et donc, en attendant d'avoir des générateurs plus costauds et plus denses, hein, ou une autre solution, on a simplifié la machine et en mettant juste un mât au bout, et on récupère quasiment autant de puissance, mais qu'avec un seul générateur. Et d'ailleurs, depuis, on a eu des fonds européens sur la dernière année, plus des fonds FEDER locaux des Hauts-de-France. Donc les gens maintenant, les gens qui décident de donner ces subventions comprennent la facilité et l'implémentation de cette machine. Un mot complémentaire de Géraldine, et ensuite on retourne un instant avec vous, Delphine Bouvier. Ce qui est extrêmement beau justement, lorsque Franck témoigne, c'est de dire que voilà, en fait, c'est malgré toute la puissance des outils, malgré toute la puissance en fait de l'accompagnement, il y a évidemment des difficultés puisque ce sont des technologies extrêmement complexes, disruptives, et donc ça nous permet aussi en tant que finalement Dassault Systèmes d'interroger aussi notre R&D en disant voilà, aujourd'hui on a des problématiques, comment on peut accompagner ces entreprises pour aller nous aussi avoir des solutions qui répondent à ces enjeux. Donc c'est un moyen additionnel pour nous de faire de la recherche. Et ça, c'est important, justement, parce qu'on travaille avec des très, très grandes entreprises, mais être comme ça challengé par des solutions extrêmement innovantes telles que celle de l'énergie, ça casse un peu les codes. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Peut-être Delphine Bouvier, une réaction là-dessus, c'est-à-dire est-ce que c'est vous en tant que L'Oréal qui challengez les projets, ou est-ce que c'est pas aussi un peu les projets qui vous challengent ? Ah oui, c'est une très très bonne question. Non, je trouve que le modèle Dassault est extrêmement intéressant, ce que vous expliquez là, et le fait d'intégrer les startups en votre sein, hein, pour développer les technologies est vraiment intéressant. Alors, chez L'Oréal, on va avoir une méthodologie qui est au niveau du monde de scouting de ces technos. Que l'on challenge et qui nous challenge, hein, comme vous le dites, parce qu'effectivement, quand on est à la recherche et à l'identification de technologies, on passe par un crible, si vous voulez, de critères qui nous permettent de se dire que ces technologies-là sont intéressantes, et en particulier à travers le prisme des fonctions dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, pour être sûr qu'on va aller chercher, en particulier à travers la bio-inspiration, des fonctions qui nous viennent de la nature et qui vont apporter des bénéfices à nos consommateurs. Donc, cette activité de scouting et d'identification, elle est bien établie chez L'Oréal. Et ensuite, la transformation des technologies
se fait plutôt pour le moment en interne, dans nos laboratoires internes. Donc, en fait, l'idée, c'est d'intégrer ces technologies et de les déployer, de les développer dans nos laboratoires internes. Et après, bien entendu, nous avons des mécanismes aussi de mentoring. On vient de faire d'ailleurs ce que l'on appelle un masterclass, qui est en fait du mentoring aux startups pour leur expliquer finalement quelles sont les réglementations qui gèrent le domaine de la cosmétique, quelles sont les questions environnementales bien entendu, quelles sont les questions IP, de façon à pouvoir, protection intellectuelle, pardon, de façon à pouvoir les accompagner aussi dans des domaines où ils n'ont pas forcément eux-mêmes les ressources. Et qui peuvent être très exigeants en ressources nécessaires. Absolument. Ouais. Absolument. Donc voilà, on les accompagne de cette façon-là aussi, absolument. On va poursuivre cette conversation. Je voudrais qu'on passe par le Muséum national d'histoire naturelle, parce que autant ça paraît relativement inné et évident chez nous que des entreprises comme L'Oréal ou Dassault Systèmes s'intéressent et font de l'innovation, mais il se trouve que une magnifique institution comme le Muséum national d'histoire naturelle a aussi des laboratoires de recherche. Donc on était vraiment très intéressés par la présence d'Audrey de Vidal avec nous pour nous révéler, non pas une face cachée du muséum, mais en tout cas une facette du muséum vraiment intéressante et qui méritait peut-être un coup de projecteur supplémentaire pour nous expliquer qu'il y a des labos au muséum, il y a pas mal de chercheurs au muséum dans beaucoup de domaines d'activité différents. Et comme il se trouve que le muséum s'intéresse à la bio-inspiration. Il y a même eu un travail de recensement Bio-Inspire Museum qui a été fait récemment. Yan Cheng viendra nous en parler plus spécifiquement sur la partie recherche jeudi matin. Mais merci beaucoup de nous expliquer un peu votre travail de valorisation de l'innovation au sein du muséum. Merci beaucoup, Audrey. Merci de nous donner la parole. Alors en fait, j'ai préparé un diaporama qui va vous présenter l'ensemble des activités du muséum dans leur variété qui sont notamment peu connues en fait du grand public et qui pourraient vous intéresser. Et après, je terminerai par la bio-inspiration au muséum avec des exemples de travaux de recherche sur le sujet. Alors, le Muséum national d'histoire naturelle, il est au carrefour des sciences de la vie, de la terre et de l'homme. Il se consacre depuis près de 4 siècles à la diversité biologique, géologique et culturelle et aux relations entre l'homme et la nature. Le Muséum d'histoire naturelle, c'est un établissement public original, pour ne pas dire unique. En fait, il est à la fois musée, centre de recherche, centre d'expertise, il détient des collections et c'est aussi une université. Pour la suite de mon exposé, je ne parlerai pas de la partie muséale qui est largement connue du grand public, mais plutôt des autres aspects peu connus et pourtant très importants. Alors, il y a plusieurs sites au muséum. En fait, il n'y a pas que les sites parisiens qui, eux, sont connus. Il y a 13 sites qui sont répartis dans toute la France, plusieurs réserves zoologiques, plusieurs jardins botaniques, ainsi que 2 stations marines. Concernant l'activité de recherche au muséum, il y a 570 chercheurs au muséum et en fait, pratiquement 1200 personnels dédiés à la recherche, si on compte l'ensemble des personnels. Et ils sont tous répartis dans 3 départements scientifiques. Le département adaptation du vivant, qui étudie le fonctionnement du vivant à toutes les échelles d'organisation. Donc, ça va des molécules jusqu'aux communautés écologiques. Il y a le département Hommes et Environnement qui, lui, il explore le champ des sciences humaines et sociales du muséum, ainsi que les sciences de la conservation. Et le département Origine et Évolution qui, lui, va étudier les origines et l'évolution de la diversité géologique et biologique de notre planète. Qui dit recherche dit forcément des équipements pour mener cette recherche. Donc, au muséum, il y a 23 équipements de haute technologie qui sont dédiés à l'analyse des matériaux et aux objets du patrimoine naturel et culturel. Ils sont mutualisés en plateforme analytique qui est ouverte aux entreprises. Il y a par exemple de la spectrométrie de masse bioorganique, de la résonance magnétique nucléaire, de la microscopie électronique, etc. Concernant l'aspect expertise, en fait, il est au cœur du dispositif national des réseaux internationaux de connaissances sur la nature, le muséum. C'est un centre national de référence sur la nature et à ce titre, il assure la responsabilité scientifique de l'inventaire national du patrimoine naturel français.
Il concourt aussi à l'élaboration des positions françaises dans le domaine de la biodiversité pour l'international. Et il coopère de manière étroite avec des organismes publics et privés. En matière de collection, le muséum, c'est 67 millions de spécimens en collection. C'est l'une des 3 plus grandes collections mondiales d'histoire naturelle. Il a d'ailleurs le plus grand herbier au monde avec 8 millions de spécimens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le muséum ne se contente pas de conserver ses collections, il les enrichit aussi en réalisant des expéditions pour faire progresser la connaissance et enrichir les collections. Le muséum, c'est aussi une université. Il a une mission d'enseignement. En 2019, il a formé près de 400 étudiants, dont 168 doctorants, incluant des thèses CIFRE, donc en partenariat avec des entreprises. C'est un enseignement naturaliste avec des formations qui sont ouvertes aux entreprises, comme par exemple la formation biodiversité et société, pour s'initier aux enjeux liés à la biodiversité. Alors, qui dit mission de recherche dit forcément une mission aussi de valorisation de la recherche. Et donc, c'est la mission menée par la direction de la valorisation du muséum dont je fais partie. Donc, notre mission principale, c'est de valoriser les travaux du muséum, c'est-à-dire transférer vers la société les résultats des travaux des équipes du muséum sous forme d'applications concrètes. Et on assure aussi la négociation des contrats avec les partenaires socio-économiques. Pour nous aider dans ces missions, on a un allié de choix, la SAT-LUTEC, SAT pour Société d'accélération du transfert technologie. C'est une sorte de continuum des structures de valorisation des établissements publics de recherche actionnaires de la SAT. Il y a plusieurs actionnaires publics, dont le muséum. Le cœur de métier de la SAT-LUTEC, c'est la maturation des projets de valorisation. Depuis la création de la SAT, ils ont investi 35 millions d'euros en projets de maturation et ils ont accompagné 580 projets. Il y a également eu 30 startups valorisées à plus de 72 millions d'euros. Alors, concernant la bio-inspiration au muséum, en fait, il y a plein d'initiatives et de travaux de recherche bio-inspirés au muséum. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas forcément fédérés. C'est pourquoi, début 2019, le muséum a lancé le projet Bio-Inspire Muséum pour coordonner, valoriser et promouvoir les activités de bio-inspiration au muséum. C'est une initiative qui est soutenue par le ministère de la Transition écologique et solidaire et qui contribue à relever les défis de développement durable. L'idée est d'avoir des innovations éthiques compatibles avec la protection de la planète. Alors, le muséum mène des travaux de recherche en bio-inspiration avec différents domaines d'application. Alors là, on en a choisi 3 à titre d'exemple pour aujourd'hui. Donc, le domaine de la santé et de l'agroalimentaire, le domaine de l'architecture et de l'urbanisme et le domaine de la robotique. Alors, concernant la partie santé agroalimentaire, en fait, il y a plusieurs travaux de recherche en cours au sein du muséum. Tous, ils s'inspirent des propriétés de cellules, de bactéries ou de champignons qui peuvent être intéressantes. Ils vont étudier les mécanismes et molécules impliquées qui génèrent donc ces propriétés intéressantes. Et ils vont utiliser leurs propriétés ou synthétiser des analogues pour apporter des nouvelles solutions, c'est-à-dire des nouvelles solutions thérapeutiques, des nouvelles solutions diagnostiques. En matière d'architecture, le muséum est aussi très actif. Il y a beaucoup de projets bio-inspirés en urbanisme et en architecture. Là, on a choisi, à titre d'exemple, de mettre en lumière les travaux de Fabienne Aujar, qui est écophysiologiste, qui est la directrice de l'unité MECADEV, mais pour mécanismes adaptatifs et évolution, au sein du département adaptation du vivant du muséum. En fait, Fabienne Aujar, elle s'inspire de la richesse et de la variété de la nature, notamment des mécanismes d'adaptation et de mise en place qui ont été mis en place au cours du temps, pour imaginer de nouveaux concepts architecturaux. Et ce qui est intéressant dans sa recherche, c'est qu'elle agit à la fois à l'échelle fondamentale qu'à l'échelle appliquée. Et ça génère des partenariats, notamment des partenariats avec des entreprises dès le stade fondamental. Dans la même unité, en robotique, il y a Annick Abourachid qui fait de la biologie évolutive et elle est passionnée par la relation entre la forme des animaux et leurs mouvements, et notamment le corps des oiseaux. Elle s'en est inspirée pour imaginer les concepts robotiques de demain. Et à l'heure actuelle, ces travaux de recherche ont donné naissance à un premier prototype nouveau de robot avec des performances augmentées par rapport aux robots qui existent déjà. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Je suis prête pour l'échange. Merci beaucoup, Audrey. Effectivement, c'est
assez captivant et très étonnant, tous ces domaines de recherche. Peut-être un mot complémentaire sur la transformation de ça, vos relations avec des partenaires, alors soit start-up, soit industriels. Enfin, dans quel sens ça marche? C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un laboratoire, le laboratoire Mecadev, comme on vient d'en voir un exemple à la fin, se dit tiens, j'ai une innovation qui pourrait être intéressante dans tel secteur d'activité industrielle, ou c'est parfois des industriels qui collaborent avec des unités de recherche du muséum. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du quotidien de ces activités et notamment dans les relations avec le monde économique? Alors en fait, les demandes peuvent venir des deux côtés, aussi bien des partenaires socio-économiques que des laboratoires. Par exemple, parfois nous sommes démarchés par des entreprises qui nous expriment leurs besoins. Et à ce moment-là, on va chercher au sein du muséum les compétences qui correspondent et qui répondent à leurs besoins. Et à l'inverse, on peut avoir aussi des travaux de recherche initiés qui vont demander un développement supplémentaire avant d'atteindre les stades de marché, bien sûr. Et à ce moment-là, on va passer la main à un industriel qu'on va aller chercher pour qu'il puisse continuer à développer la technologie et qu'elle puisse enfin atteindre le marché. Et est-ce que vous pouvez faire un petit peu, comme l'a évoqué le 3D Experience Lab de Dassault Systèmes ou L'Oréal, du conseil scientifique sur, j'ai envie de dire, les bons aiguillages quand certaines innovations sont imaginées dans tel ou tel domaine et que des professeurs et des chercheurs du muséum finalement disent, écoutez, c'est une piste intéressante, mais peut-être que sur cet autre chemin, ça sera encore plus intéressant. Est-ce que vous avez aussi ce type d'optimisation itérative et qui mêle les compétences du muséum et d'autres compétences? Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs expertises ou activités de conseil qui ont lieu au muséum et qui accompagnent donc des partenaires privés par rapport à leurs demandes diverses et variées. Et on en a en bio-inspiration également, effectivement. Suivant les spécificités de nos chercheurs, ils peuvent demander des expertises, que ce soit par rapport aux micro-organismes ou par rapport au son, par exemple aussi, aux textures, aux odeurs. Enfin, il y a plein de choses qui se font au muséum avec des experts qui accompagnent à l'innovation de ces sociétés. Merci beaucoup Audrey. On va revenir vers vous dans la conversation évidemment, mais je me tourne sur ma droite vers Johan Fournil parce que je crois, Johan, qu'il y a des exemples et des partenariats ou des échanges avec le muséum sur vos approches autour des phéromones. Tout à fait, on a beaucoup parlé de collectifs et d'incubation avec Dassault et avec L'Oréal, mais il y a également à des niveaux comment dirais-je, plus petits, de TI ou de PME, des échanges avec des académiques. Et c'est le cas avec l'INRAE Transfert, et c'est le cas avec le CNRS pour notre part, mais également avec le Muséum d'Histoire Naturelle. On a des échanges avec eux, exactement comme venait de le dire la personne précédente, c'est que on a eu des échanges sur des travaux sur des collemboles. Alors les collemboles, c'est des petits arthropodes. Et il y a une équipe de recherche très brillante du Muséum d'Histoire Naturelle qui travaille dessus et qui voulait savoir quelles pourraient être les étapes applicatives de ces recherches à horizon 18 ou 24 mois. Et donc qui nous ont contactés et qu'on a rencontrés en disant voilà, ils nous ont présenté l'état des lieux de leur recherche. On leur a souligné les besoins que pouvait avoir le marché, la valeur ajoutée qu'on pouvait nous amener pour faire la passerelle entre leur niveau de recherche fondamentale et les besoins réels du marché. Et donc il est très probable que dans les mois ou les années qui viennent, une fois que le travail de recherche fondamentale aura un petit peu plus mûri, on puisse venir intervenir avec eux et collaborer pour la dernière marche, le dernier kilomètre entre la recherche, la science dure et l'application et l'utilisation par les agriculteurs. Donc là, d'une certaine manière, c'est votre expertise de marché qui a été sollicitée pour affiner ou pour, je sais pas comment dire, oui, affiner des travaux de recherche en matière de potentiel et d'application. Alors à la fois de marché et à la fois de sciences appliquées. C'est-à-dire notre travail donc avec les odeurs. C'est un travail de chimistes et de biologistes, notamment les odeurs, les phéromones, qui sont des odeurs émises par les insectes. Un de nos grands tours de force, c'est d'être capable de les reproduire par biomimétisme en laboratoire et de les formuler pour les diffuser convenablement. Et donc cette capacité technique était utile dans le cadre du projet qu'on évoquait. Et donc il y avait à la fois
une sollicitation pour qu'on puisse convertir de la science fondamentale en science appliquée, et puis en plus qu'on soit capable d'orienter la recherche vers un aspect ou un autre en fonction des attentes marché. Ça ne sert à rien, même si l'idée est géniale, de développer une solution agricole qui ne correspond pas à un besoin réel des agriculteurs ou des consommateurs in fine. Oui, bien entendu. Ça ne veut pas dire que les chercheurs du muséum sont déconnectés du monde, mais pas en du tout tout. Voilà. Au contraire, le simple fait qu'ils soient venus, qu'ils aient eu la démarche et l'initiative très en amont, presque 2 ans avant la fin de leurs travaux, de venir solliciter, de prendre la température de nous ou d'autres d'ailleurs, pour savoir où est-ce que c'était le plus préférable pour le marché d'aller, ça témoigne au contraire, exactement comme le disait notre interlocutrice auparavant, ça témoigne d'une vraie prise de conscience des réalités économiques et des réalités techniques, et pas uniquement des chercheurs qui cherchent, mais des chercheurs qui trouvent. Audrey de Vidal, est-ce que c'est une bonne illustration du quotidien ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au muséum, nos chercheurs sont très soucieux de l'impact sociétal en fait, de leurs recherches à tous les niveaux. Et donc, je ne suis pas étonnée qu'il y ait eu ce genre d'interaction avec vous pour aller plus loin finalement dans la recherche et notamment l'application visée derrière. Je voudrais maintenant me tourner vers Pierre Leblinvaux, président de TechnoFounders et qui est cofondateur de BioInspire, parce que, pas tout de suite, mais dans quelques minutes pour parler de BioInspire, mais là tout de suite pour parler avec vous en tant que TechnoFounders, pour parler d'investissement dans ces innovations bio-inspirées à impact sur la dimension un peu plus financière, pour avoir votre retour d'expérience sur... On parlait avec Johan Fournil à l'instant de la réalité de terrain, du marché. Quel est votre ressenti sur l'intérêt du marché pour ces solutions inspirées du vivant ? Alors, merci beaucoup. Effectivement, je vais peut-être vous raconter en 2 mots ce que fait TechnoFounder, parce qu'on a une activité financière, mais pas que. Le business model de TechnoFounder, c'est de faire ce qui n'a pas encore été évoqué, qui est de créer des entreprises de zéro, basées sur des innovations de rupture. Le biomimétisme fait partie des innovations qu'on peut regarder, mais pas que. Il se trouve qu'on en a déjà quelques-unes. Et en plus de ça, on a été amené à avoir notre propre véhicule d'investissement pour financer, dans les toutes premières phases de leur développement, ces très jeunes startups qui ont besoin de financement conséquent, puisqu'on parle d'innovation de rupture, donc qui ont besoin de financement avant d'être autoporteuses. Et il se trouve que dans cette aventure-là, dans les dernières startups qu'on a pu créer, il y en a déjà 3 qui ont des innovations qui sont bio-inspirées, biomimétiques ou bio-inspirées, 2 dans l'agriculture qui développent des solutions. Alors, il y en a une qui fait du matériel agricole qui, en fait, vient reproduire une stimulation naturelle des plantes pour éviter d'utiliser un certain nombre de fongicides, qui fonctionnent très bien sur la vigne et sur la plante. Et finalement, ce qui est intéressant pour nous là-dessus, c'est qu'on a travaillé avec des équipes de recherche qui ont révélé finalement ce mécanisme-là, qui est un mécanisme complètement naturel, et on a construit le système d'ingénierie pour augmenter l'utilisation de ce mécanisme pour l'ensemble de cultures balisées. On a un deuxième exemple qui est les fermes en partie robotisées qui s'inspirent du biomaraîchage. Donc, la nature ne plante pas des poireaux uniquement à perte de vue, mais il y a une mixité de cultures. Le sol est sans arrêt en train de travailler. Et quand on s'inspire de ça, on arrive à retrouver des modèles agricoles extrêmement sains, vertueux pour le sol et tout à fait rentables d'ailleurs en termes de production agricole. On est en train de faire sortir des serres gigantesques pour valoriser ce modèle-là. Et il y en a une dernière que mon associé Claude Grison présentera vendredi chez vous, qui s'appelle BioInspire. Là, pour le coup, c'est de la chimie verte. Et l'idée, c'est de s'inspirer de ce que les plantes peuvent accumuler en termes de métaux pour créer une nouvelle filière dans la chimie qui s'appelle l'éco-catalyse et qui permet de synthétiser de façon extrêmement sobre des molécules d'intérêt. Et nous, ce qui nous a intéressé pour revenir faire le pont avec l'activité de financement, c'est qu'on est persuadé que dans ces travaux de recherche inspirés par la nature, il y a une force d'une profondeur de la recherche qui est extrêmement intéressante et qui permet de développer des activités non seulement qui ont un intérêt économique, mais qui en plus fédèrent des équipes extrêmement motivées et avec des solutions qui sont globalement vertueuses. C'est-à-dire que ce sont souvent des solutions qui font attention à l'impact de leurs propres produits sur l'ensemble de leur écosystème. C'est quelque chose qui est ancré dans ces équipes et qui est extrêmement intéressant et sympathique à mener au quotidien, à la fois en création et en investissement.
Oui, parce que tout ce qui est bioinspiré n'est pas nécessairement vertueux, mais enfin, la très grande majorité de ce qui nous intéresse dans les innovations bioinspirées sont effectivement des projets qui sont motivés par un bénéfice environnemental, social, en tout cas positif à l'arrivée. On reste une seconde avec vous, Pierre, si vous voulez bien. Après, je voudrais faire réagir Géraldine Ganvaux à nouveau. Mais si vous essayez de vous exprimer indépendamment de votre opinion et conviction personnelle, comment est-ce que vous ressentez la dynamique en cours au sein de vos amis, réseaux, partenaires, investisseurs et entrepreneurs sur ces histoires d'innovation bio-inspirée, de biomimétisme? Quelle est un petit peu la tendance de marché que vous pouvez ressentir? Parce que de temps en temps, on le voit à l'occasion d'un événement comme Biomime Expo, ça suscite beaucoup d'intérêt. Mais ce n'est pas toujours évident à appréhender, ce n'est pas toujours évident à évaluer. Et donc, quel est un petit peu votre ressenti sur la dynamique de marché, sur le sujet précis de voilà, ce qu'on va qualifier de biomime deep tech? Comment vous ressentez cette dynamique? Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est dans le sourcing. Nous, on ne source pas tellement des startups, on source des technologies. Et c'est vrai que depuis maintenant 2 ans, pour donner un ordre de grandeur, hein, on voit de plus en plus de sujets de recherche qui peuvent avoir cette étiquette biomimétisme ou bio-inspiration. Non pas qu'elle n'existait pas avant, mais je pense que c'est devenu plus clair, elle est plus identifiée aujourd'hui. Donc ça, on le voit beaucoup plus de la part des équipes de recherche. Et de l'autre côté, on voit aussi beaucoup plus de partenaires financiers, de co-investisseurs, hein, typiquement, qui recherchent des projets. Alors en général, c'est sous la bannière projet à impact. Et il faut un petit peu démêler pour trouver des investisseurs qui cherchent des projets réellement bio-inspirés ou biomimétiques. Même si dans cela, il y a un travail assez long en réalité pour bien identifier ce qui peut être bio-inspiré ou ce qui peut être biomimétique. Mais il y a clairement une tendance à aller chercher ce genre de projet plus qu'il y a 5 ans. On est d'accord, la finalité, c'est l'impact. Le biomimétisme, c'est la méthode ou le chemin pour essayer de trouver de nouvelles solutions. Oui, Delphine Bouvier, je me demandais, Pierre Leblinvaux parlait de création d'entreprise ex nihilo. À quelle phase de développement vous intéressent les startups ou, disons, les projets que vous pouvez repérer? Vous intervenez plutôt à quelle étape de développement? On va regarder principalement les technologies à des niveaux de MVP et donc à des niveaux où des prototypes ont déjà été créés et pour lesquels on a une preuve que la technologie fonctionne dans un domaine donné. Alors, ce n'est pas forcément le domaine de la cosmétique, parce que du coup, derrière, on peut faire des transferts de technologie, hein, et c'est tout l'objet de développer du coup les technologies en interne. Mais c'est vrai qu'on va regarder principalement sur des technologies qui ont déjà une forme de preuve de concept. On regarde assez peu les seed technologies, hein, qui sont des technologies plutôt émergentes. La raison pour laquelle on est principalement sur des technos avec des preuves de concept, c'est que nous aussi, on veut être dans un impact qui est visible et qui est relativement rapide. Donc, l'idée de la transformation au sein de nos propres produits est quelque chose d'important, de façon à pouvoir montrer qu'effectivement cela fonctionne et que l'on peut transférer et transformer relativement rapidement dans des produits qui sont tangibles pour le consommateur. Donc c'est la raison pour laquelle on va plutôt regarder des technos avec des preuves de concept. Et oui, et vous venez de le dire à l'instant, avec cette énorme expertise de la réalité de marché et des attentes consommateurs. Voilà, d'accord. C'est ça. Dans votre capacité à évaluer la bonne piste. Géraldine Ganvaux, du côté du 3D Experience Lab d'Asso Systèmes, vous intervenez peut-être d'une autre manière, à d'autres phases? Alors nous, on parie sur l'idée. Et l'idée est très, très importante si elle a un impact positif sur la société et donc sur en fait les gens. Et donc on choisit nous des startups qui sont plutôt en seed stage, early stage, qui donc on va vraiment en phase de démarrage. C'est vraiment l'idée avant tout qui prime et qui ont un début de prototype. Et quand elles ont ce début de prototype, elles ont besoin forcément d'accompagnement à ce moment-là. Et donc pour nous, c'est vraiment un pari. On mise sur du long terme
puisqu'on parle de 5 ans la plupart du temps pour les startups qui restent dans le programme. Et forcément, il y a tout à faire. Et c'est là que l'enjeu est important et c'est là que c'est vraiment passionnant de pouvoir accompagner ces startups. Bah, surtout quand on pense à Energy, il y avait vraiment encore beaucoup de boulot, hein, Franck. Énormément, oui. Surtout que nous, en plus, on n'a pas eu de chance. Bon, on est sur un secteur qui devrait être très porteur, c'est-à-dire l'énergie propre. Mais on est dans les énergies renouvelables. Et ces énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou l'éolien, ont fait des progrès énormes sur les 10 dernières années. C'est-à-dire, il y a 10 ans, le solaire valait 400 € le mégawatt, l'éolien, pareil. Ça a divisé par 10. Donc nous, on se retrouve avec des compétiteurs qui ont fait cette économie d'échelle et qui ont réussi. Le problème, c'est que la mer étant quelque chose de très, très agressif, toutes les sociétés en France qui essayaient de capturer cette énergie-là ont fait faillite. Et donc nous, on nous a dit, si des CNS, pour ne pas les citer, Naval Group, n'y arrivent pas, comment vous voulez, vous êtes comment vous voulez y arriver ? Et moi, je disais, venez voir à l'Ifremer, dans le bassin d'essai, le bruit et la machine, tu étais venu la voir, la force que ça développe. Si cette force, on arrive à la transformer, c'est sûr qu'on va y arriver. Et donc, moi, je suis un ancien trader, je sais prendre des risques financiers. Et là, depuis le début, j'y crois à cette histoire. Et là, ça y est, on arrive avec un produit. Alors, pour le moment, c'est le produit Rivière, parce que small is beautiful. Enfin, c'est plus facile de régler des petites machines que des grosses, parce que petite machine, petit problème, grosse machine, gros problème. Mais une fois qu'on n'aura plus de problème sur la petite machine, on y arrive, on va pouvoir faire des grosses machines pour aller en mer et faire de l'électricité propre. Et là, c'est un avantage, biomimétique et l'avantage des courants de marée, c'est qu'il n'y a pas d'intermittence d'énergie. C'est-à-dire là, on parle d'énergie renouvelable. Le solaire, ça ne marche pas la nuit. Hein. Quand il y a des nuages, ça marche moins bien. Et les éoliennes, quand il n'y a pas de vent, elles ne tournent pas. Et généralement, elles ne tournent pas, mais parce qu'il n'y a pas de dépression. Et donc, toutes les éoliennes ne marchent pas. On se retrouve avec des creux et des sommets d'énergie produite. Nous, c'est régulier. Tant que la Lune tourne autour de la Terre, il y a les courants de marée qui se forment et on sait quand et combien d'énergie propre on va produire. Et même si on arrive à mettre des fermes le long des ondes de la marée, on peut produire de l'énergie propre 24 heures sur 24. On est la seule énergie renouvelable à pouvoir dire on va faire de l'énergie propre. Tant que la Terre tourne et tant que la Lune est autour de nous, il y aura des marées, il y aura du courant. Voilà. Alors je rebondis sur ton ancienne casquette de trader pour avoir ton opinion sur la façon dont le monde de la finance peut-être commence à percevoir ces histoires d'innovation bien inspirées. Et ensuite j'aurai le témoignage de Johan Fornil, qui est une des plus belles levées de fonds de l'année 2019, pour nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et la typologie des partenaires financiers que vous avez eus. C'est aussi un point intéressant. Et donc, à travers ta casquette de trader, tu es convaincu et passionné par Energy, évidemment, oui, et c'est normal, mais si tu t'en détaches un petit peu, comment tes anciens collègues traders réagissent quand tu leur racontes tes histoires de bio-inspiration? Ils sont passionnés et prêts à financer n'importe quelle bonne idée. La finance, c'est assez basique. On y croit ou on n'y croit pas. Et si on y croit, on y va et puis c'est tout. Et donc l'idée, en plus de créer un fonds dédié au biomimétisme, je pense que c'est une idée fantastique parce qu'il y a tellement de choses qui émanent de la nature. Enfin, c'était Léonard de Vinci qui disait regardez la nature, vous allez voir votre futur. C'est exactement ça. Il y a tellement d'idées, tellement de choses. Je ne vais pas tous les citer, tous les exemples, parce qu'on les connaît, mais il y en a d'autres à venir, et c'est sûr que pour des financiers purs et durs, c'est intéressant. Géraldine. En fait, qui accompagnent des startups sur en fait des projets avancés et surtout en fait sur des plateformes qui sont complètement dématérialisées. En revanche, des fonds qui veulent accompagner des startups qui ont des projets disruptifs, qui vont changer la société et qui sont sur des produits complexes en hardware, il y en a beaucoup moins. Et là, je pense que c'est
indispensable de faire un appel en disant, parce que nous, on est en contact avec beaucoup de fonds, et lorsque les startups lèvent, elles ont besoin, en effet, de lever des fonds, on les appelle tous en disant, voilà, on a aujourd'hui une startup qui a besoin de vous. Et elles nous disent, oh là là, oui, alors attendez, ils en sont où? Est-ce qu'ils ont fait une preuve? Le projet est complexe, encore un R&D? On reviendra l'année prochaine. Et donc voilà, ils vont faire du chiffre d'affaires. Ils vont faire du chiffre d'affaires, etc. Et donc là, franchement, il faut prendre un peu de risques. Et moi, j'appelle les fonds vraiment pour qu'ils prennent des risques sur des projets comme ceux-là qui vont changer le monde. Il faut arrêter uniquement d'accompagner des startups qui font Des brosses à dents connectées. Non, c'est intéressant. C'est quand même intéressant. J'ai rien contre les brosses à dents connectées. Mais sur des applications, aujourd'hui, il y a énormément aujourd'hui de fonds qui accompagnent, oui, juste des applications. Non, nous, il y a 3 ans et demi, quand on a fait la première levée de fonds de 3 millions conséquente, avec des copains, mes anciens boss de New York, j'avais réussi à lever 600 000 euros, mais il manquait 2,4 millions. Et heureusement, on est tombé sur un industriel qui sait prendre des risques, qui est venu voir, qui a fait François Frisquet, et qui est ingénieur lui-même arts et métiers, et qui a dit, en effet, ça peut marcher, je prends le risque. Et Frisquet SA donc est devenu actionnaire de Ilenergy, mais c'était un chef d'entreprise, ingénieur lui-même, qui sait prendre des vrais risques industriels, qui a mis de l'argent. Sinon, il n'y avait aucun fonds, enfin on en a vu beaucoup, des fonds, aucun fonds n'était prêt à prendre le risque. Point important, effectivement, qui vient d'être soulevé. Johan Fournil, pour M2I, peut-être un témoignage, parce que vous êtes passé par toutes ces étapes-là. Vous avez obtenu des levées de fonds conséquentes. Qu'est-ce qui a convaincu sur le projet M2I pour ces levées de fonds? Alors déjà, ça a été long, parce que M2I, ça a 8 ans aujourd'hui. Et donc la grosse levée de fonds que vous mentionnez, elle date de l'année dernière. Donc il a fallu d'abord avec Friends and Family, puis ensuite avec de la génération de chiffre d'affaires très tôt dans le process, autofinancer le projet et puis se faire accompagner au fur et à mesure avec une première levée en 2017 et une deuxième en 2019. C'est d'autant plus compliqué nous étions une start-up un peu à part entière, un mouton à 5 pattes, parce qu'une start-up qui ne fait pas une application mais qui a une usine, c'est un petit peu atypique dans le scope des investisseurs et des fonds d'investissement, puisque une usine, c'est forcément du cash burn, c'est forcément des immobilisations, c'est des investissements. Et nous, c'était au cœur de notre modèle. D'abord parce qu'on pense que la relocalisation d'emplois industriels, au-delà de la philosophie du biomimétisme, c'est aussi un de nos autres piliers fondamentaux de dire on peut refaire de l'industrie en France. Et donc d'avoir une usine, c'est un élément important. Et surtout, on pensait que pour mener à bien notre projet donc de phéromones pour la protection biologique des plantes et des cultures, donc sans insecticides conventionnels, sans pesticides, il fallait une indépendance technologique et une indépendance de production. Donc il fallait avoir notre propre centre de R&D pour fabriquer les molécules de phéromones, les fabriquer pour les concevoir, ensuite les fabriquer en grosse quantité et les formuler dans nos propres usines. Puisque les verrous technologiques qui empêchaient cette technologie de se répandre, ils étaient liés à des incapacités structurelles de certains acteurs. Et donc, comme nous, on avait les solutions techno, il fallait qu'on soit capable de les industrialiser. Donc l'usine, c'était vraiment la clé de voûte du modèle depuis le début. Et c'est vrai que c'est plus facile de miser peut-être sur une application avec 4 personnes dans un espace de coworking qu'une usine avec 35 personnes qui viennent tous les matins à 7 heures pour faire tourner une usine. Donc c'était un handicap de plus. Néanmoins, on a eu un élément important pour convaincre, qui était de dire que l'environnement, ce n'est pas une contrainte, que ça peut être, et le Biomime Expo en est une merveilleuse illustration, ça peut être un tremplin de développement, et que justement, en prenant en compte les enjeux climatiques, de la transition agroécologique en ce qui nous concerne, il y a des formidables opportunités de business qui se développent. Ça, c'était la première chose dont il fallait convaincre nos interlocuteurs. La deuxième, c'est que c'était un marché certes émergent, certes en croissance, mais déjà existant. Le biocontrôle, aujourd'hui, on parle entre 5 et 7 milliards de dollars dans le monde, en fonction si on parle B2B ou B2C. Donc un peu plus de 7 milliards de dollars dans le monde, c'est déjà un vrai marché. Et qui progresse de 20 à 30% tous les ans, certes, mais qui ne part pas de zéro. Donc il y a déjà des parts de marché à prendre, déjà du chiffre d'affaires à faire. Le biocontrôle, parce qu'on en a parlé aussi précédemment, j'ai entendu ce matin à peu près 120 milliards le chiffre d'affaires des pesticides, le biocontrôle, donc à peu près une petite dizaine de milliards, mais croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années.
C'est ça. Et ces chiffres-là, c'est intéressant parce que on veut des approches disruptives, mais on est aussi rassuré par des chiffres sur des marchés existants. C'est ça, c'est que le marché existe. Il est certes émergent, encore relativement modeste par rapport aux insecticides conventionnels. Néanmoins, il existe et il y a déjà suffisamment, le gâteau est déjà suffisamment grand pour permettre à des innovations de les convertir en chiffre d'affaires. Et donc ça, une fois qu'on avait évoqué l'effet d'opportunité sur la transition agroécologique et la réalité de ce marché, c'est plus facile de convaincre des acteurs financiers. Et en ce qui nous concerne, pour répondre plus précisément, excusez-moi les circonvolutions, mais plus précisément à la question, notre tour de table, effectivement, il est constitué à la fois d'investisseurs du métier experts dans le métier de l'agriculture et de l'agroalimentaire, de family office français qui sont eux très investis dans l'industrie nationale et donc pour faire fleurir les jeunes pousses françaises et qui sont des investisseurs de long terme, et puis des fonds impact. Des fonds impact, notamment le fonds Raise financé par la Fondation de France. Et donc en ayant à la fois une vision industrielle long terme française de l'impact et une expertise sectorielle, on arrive à avoir un tour de table qui nous a permis de lever environ 60 millions en 2019. Très intéressant. Pierre Leblinvaux, peut-être une réaction sur deux questions. Est-ce que les fonds d'investissement ne prennent pas assez de risques ? Parce que ça a été un peu l'appel lancé officiellement par Géraldine Ganvaux, 3D Experience Lab d'Asso Systèmes, je rappelle. Et deuxième question, est-ce que vous aussi, vous êtes sur des sites de production dans vos créations d'entreprise, avantages ou inconvénients ? Alors, je vais répondre à la première question d'abord parce que c'est aussi, ça fait partie de notre histoire chez TechnoFounder. On a fait le constat, effectivement, quand on a lancé les premières entreprises, on a lancé comme vous venez de le décrire au début, financé, Friends and Family, etc. Et on s'est aussi rendu compte que beaucoup de fonds, on va dire traditionnels, de VC traditionnels, n'avaient pas ce type d'investissement dans leur scope. Donc, effectivement, quand il y a un peu de hardware, quand il y a encore un risque technique, mais au fond, c'est compréhensible. Ça ne fait pas partie de leur ADN. Je pense que ça ne fait pas non plus forcément toujours partie de l'ADN d'un groupe industriel d'investir aussitôt, parce que ça représente des gros risques et on a besoin, je pense, en tout cas, de garder une certaine flexibilité au tout départ dans le lancement de ces jeunes pousses. Donc nous, on a pris le parti de créer notre propre véhicule d'investissement pour cette raison-là, pour être capable finalement d'aller plus vite et d'aller un peu plus loin que le Friends and Family, mais aussi de prendre le risque qu'un entrepreneur prend naturellement dans des domaines hardware. Donc, on a des investissements en CAPEX dans nos startups qui sont importants, oui. Et on lance des unités de production, des pilotes de chimie, des unités de fabrication, mais on ne les lance pas billets en tête. C'est-à-dire que les choses se font progressivement. Il faut simplement être capable d'aller à la première étape qui est de prouver que le produit fonctionne et qu'il est industrialisable. Il faut être capable d'y aller dans un temps qui reste raisonnable. En tout cas, c'est notre philosophie. Et de dire, si on doit, excusez-moi du terme, mais galérer pendant 10 ans pour arriver à une preuve de concept industriel, c'est trop long. Donc, comment on fait pour y arriver en 1 ou 2 ans ? Mais en fait, pour ça, il faut un peu de moyens. Nous, on pense en tout cas que c'est des moyens qui sont assez cohérents avec un esprit très entrepreneurial. Et c'est pour ça qu'on a choisi de mêler les deux et finalement d'être à la fois des entrepreneurs qui font cette première marche et des investisseurs qui la financent. Merci beaucoup Pierre. Je voudrais qu'on retourne du côté de L'Oréal et du muséum en commençant par L'Oréal. Delphine Bouvier, est-ce que L'Oréal à un moment donné dans une phase de développement va investir dans le projet repéré comme projet intéressant et la question pour le muséum, pour Audrey de Vidal, c'est là aussi, est-ce que finalement, alors le muséum, je pense, n'investit pas directement, mais est-ce que le muséum peut participer à du portage ou de la création d'entreprises ex nihilo ? Mais on commence par vous, Delphine, si vous voulez bien. Oui, alors effectivement, déjà je voudrais peut-être réagir à ce que vous disiez en introduction, Alain, qui est finalement ces technologies bio-inspirées, elles ne sont pas si faciles à détecter. Donc, les écosystèmes dont on parle là, qui est d'associer différents acteurs pour aider le repérage et aider justement les investissements et puis peut-être les montées en échelle, les développements de ces technologies est extrêmement important. Donc, ça fait absolument du sens d'avoir ces systèmes du type BioMIM Invest.
Ça, c'est vraiment la première chose. Et ensuite, d'un point de vue de l'investissement, alors chez L'Oréal, il y a différents mécanismes qui sont possibles. Il y a l'investissement pur et dur, je dirais, en monnaie sonnante et trébuchante. Donc, on a un fonds d'investissement qui s'appelle BOLD, au travers duquel on peut passer effectivement quand on a des technologies qui sont extrêmement intéressantes. Je peux vous donner l'exemple de Global Bioénergie dans lequel nous avons investi l'année dernière à travers ce fonds BOLD, qui est une société de biotechnologie. Et puis, nous avons investi aussi récemment dans Carbios, qui fait des systèmes enzymatiques pour la biodégradation des polymères. Donc, ces exemples-là sont des exemples très concrets d'investissement en argent. Maintenant, au niveau de la recherche et innovation, on investit aussi du temps, des moyens hommes dans le développement auprès des startups, dans le développement des technologies auprès des startups. Et finalement, le retour que l'on a des startups est que cet investissement en hommes et en moyens de développement est aussi extrêmement important, et en particulier dans les phases de scale-up pour une start-up, où la start-up peut avoir besoin justement de ce coup de pouce de déploiement pour monter en échelle sur cette technologie. Donc, en fait, les investissements, vous savez, peuvent être très divers et variés en fonction du profil de la technologie, en fonction du profil de la start-up elle-même, en fonction du besoin de la start-up et de là où elle en est dans la maturité de sa technologie. Donc, oui, absolument, absolument. Merci beaucoup Delphine, c'est effectivement important d'avoir ces notions-là en tête. Je ne sais pas si du côté du muséum, ça vous arrive est-ce qu'il y a des chercheurs entrepreneurs, créateurs d'entreprises au muséum? Voilà, je pose la question aussi simplement que ça. Tout à fait, il y a de la création d'entreprises au muséum, et d'ailleurs nous accompagnons la création d'entreprises avec la SAT-LUTEC également. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on transfère les travaux de recherche, soit on trouve une entreprise existante déjà qui va prendre le relais et donc on passe la main sous forme de licence d'exploitation, soit c'est une technologie de rupture, et là pour le coup souvent c'est de la création d'entreprise qui est réalisée derrière. Donc il y a tout un accompagnement à la création d'entreprise, et il y a des fonds aussi dédiés à la maturation des technologies. J'en ai parlé déjà dans mon exposé. En fait, ce qui se passe, c'est que les côtés recherche, donc on est très en amont dans le développement technologique. Nous, c'est déjà la preuve de concept scientifique qu'on cherche à atteindre en recherche fondamentale. Après, il faut atteindre la preuve de concept technologique, avoir un premier prototype avant de passer la main après à une entreprise existante ou d'en créer une. Et donc, pour atteindre cette preuve de concept technologique ou un premier prototype, on a besoin de fonds également pour mener ces développements. Et donc, il y a des fonds de maturation qui existent au sein des SAT. Donc les sociétés d'accélération de transfert de technologie en France, qui ont un maillage régional. Et nous, côté muséum, nous travaillons donc avec la SAT-LUTEC, avec laquelle on arrive à maturer finalement les travaux de recherche du muséum afin qu'ils atteignent un premier prototype qui puisse intéresser les industriels, ou qui n'intéresse pas l'industriel, qu'on puisse créer une entreprise à partir de là. Et effectivement, on accompagne aussi sur ces aspects-là. Et je voulais souligner également qu'on peut faire du co-investissement. C'est-à-dire que s'il y a une entreprise qui est intéressée par une des technologies du muséum et qui ne veut pas prendre tout le risque financier avec les SAT, on peut faire un cofinancement en fait. Ce système est possible. Merci beaucoup Audrey. Je voudrais qu'on revienne une minute avec vous Delphine du côté de L'Oréal pour redire le lien évidemment que vous faites entre le projet d'innovation bio-inspirée et la finalité de développement durable, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, le programme Sharing Beauty with All qui s'appelle maintenant L'Oréal for Future, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est quand même quelque chose d'extrêmement aiguillant, j'imagine, dans vos recherches de projets à potentiel en matière d'innovation. C'est une forme de grille d'évaluation. Cette finalité développement durable, ça paraît évident à dire, mais enfin, il est bon parfois de rappeler des évidences. Et donc, peut-être nous redire un mot sur le pourquoi de l'intérêt de L'Oréal sur ces innovations inspirées du vivant dans cet objectif de réduction d'impact, ou voire d'approche régénérative, puisque ça a été évoqué tout à l'heure. Si vous voulez, ce qui est évident pour L'Oréal, c'est que
l'innovation doit passer à travers des technologies qui sont soutenables. C'est notre motto au niveau de la recherche et innovation. Et pour nous, L'Oréal for the Future, si vous voulez, marque les grandes directions, marque les objectifs qui sont des objectifs chiffrés. Mais au sein de ces objectifs chiffrés, ce qui est important absolument pour nous et pour l'ensemble des chercheurs, c'est vraiment de créer une innovation soutenable qui a du sens pour le consommateur, qui apporte un bénéfice au consommateur par là même, parce que le consommateur, si vous voulez, ce qui est important, c'est d'amener le consommateur à acheter des produits soutenables parce qu'il y voit un intérêt. Donc, c'est vraiment notre enjeu. Hein, c'est vraiment notre enjeu, c'est d'aller développer des technologies qui ont un réel impact environnemental, mais un vrai bénéfice consommateur, de façon à ce que ce soit un choix absolument à la fois éclair et évident pour le consommateur d'aller vers ces produits. Et que ce ne soit pas un choix d'équilibre ou de dire ben non, je vais acheter aujourd'hui plutôt un produit soutenable, demain plutôt un produit performant. Non, l'idée pour nous, c'est vraiment d'associer les deux et d'apporter la soutenabilité à travers des produits de performance. Et c'est la façon dont on considère l'innovation dans notre quotidien vraiment. Rendre le soutenable désirable, et on vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez apporter à tout ça, parce qu'effectivement c'est important de rendre le soutenable désirable, le futur désirable. L'énergie verte est désirable, Franck Plus que jamais, oui, l'énergie verte propre pour même faire de l'hydrogène, parce qu'on a un gros plan hydrogène qui se met en place. L'hydrogène, pour le moment, il est à 97%, on appelle l'hydrogène gris, parce qu'on craque du CH4. Et donc, voilà, c'est pas propre du tout, puisqu'on émet du CO2 pour fabriquer de l'hydrogène. Et la seule façon de faire de l'hydrogène propre, c'est par électrolyse avec de l'électricité. Et l'électricité, bon, si elle est nucléaire, elle n'a pas de CO2. Si elles viennent des éoliennes, du solaire ou des hydroliennes, ben là, elle est verte et on va faire de l'hydrogène vert. Donc, c'est très important. Et d'ailleurs, dans le développement de la société, d'ailleurs, on a prévu, enfin, on a réfléchi, c'est de faire offshore des fermes d'hydroliennes avec un hydrolyseur pour faire de l'hydrogène et non plus importer l'électricité, mais fabriquer l'hydrogène directement en mer. Formidable. Et la chimie peut être à nouveau soutenable et désirable, il paraît. Juste on a 2 minutes pour conclure. Je voudrais retourner un instant du côté de Pierre Leblinvaux, parce que pour parler de BioInspire, une seconde, parce que on est dans une approche chimie et éco-catalyse un peu nouvelle vague. Et finalement, est-ce que L'Oréal est déjà ou est potentiellement un client partenaire pour votre nouvelle approche de cette chimie bio-inspirée, circulaire, etc., etc. L'Oréal fait définitivement partie des gens avec qui on souhaite travailler, bien sûr. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus à ce stade. Mais pas que, je veux dire, c'est l'éco-catalyse qui a été développée par le laboratoire de chimie écologique de Claude Grison à Montpellier, qui travaille sur cette technologie depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, permet non seulement d'avoir un impact vertueux sur les écosystèmes, puisqu'on utilise à la base des plantes hyperaccumulatrices qui en plus sont envahissantes, donc qui doivent être retirées des cours d'eau un peu partout en Europe, hein, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais on permet de les valoriser de façon très sobre en éco-catalyseurs, qui finalement ces éco-catalyseurs ont permis de revoir toutes les grandes réactions de la chimie organique et nous permettent aujourd'hui de synthétiser de façon extrêmement sobre des molécules d'intérêt pour des grands acteurs de la cosmétique, de la chimie fine, c'est assez large en réalité, hein, et de répondre à ces enjeux. Delphine, vous évoquiez tout à l'heure qu'il y avait à peu près 60% déjà des matières de L'Oréal qui étaient déjà sustainable dans le long terme. La plupart des grands groupes cosmétiques et de la chimie fine ont des engagements à plus ou moins long terme d'avoir des portefeuilles matières les plus raisonnables et sustainable possibles. Et on espère bien les aider à passer de 60 à 95%. Écoutez, merci beaucoup. Audrey, n'hésitez pas, si vous voulez dire un dernier mot, mais Yoann Fournil, là aussi, vous êtes sur des approches alternatives dont on a
désespérément besoin pour trouver d'autres solutions à un certain nombre de produits qui sont, on va dire, pas bons pour la biodiversité et pour l'environnement. Là aussi, vous avez le sentiment que quand vous parlez de vos solutions, vous surprenez, vous dérangez, vous ouvrez de nouvelles fenêtres, de nouvelles perspectives. Enfin, comment, globalement, spontanément, les gens réagissent? Tu veux remplacer des pesticides avec de la dispersion de phéromones d'insectes. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Alors, quand on dit qu'on veut remplacer des insecticides conventionnels par des solutions durables, biosourcées, biodégradables, sélectives et sans résidus, tout le monde est enchanté. On sait qu'on a une nécessité, et les agriculteurs parmi les premiers savent qu'il faut changer le modèle de production agricole et aller vers quelque chose d'aussi efficient, mais de plus sain. Donc tout le monde est d'accord sur cette idée-là, et ça c'est un vrai message d'optimisme. On entend beaucoup de réticence ou de crainte, et en fait il faut être convaincu que ce soit les agriculteurs, les consommateurs de produits finis, les distributeurs de produits agroalimentaires, les pouvoirs publics, les associations environnementales, tout le monde vraiment veut pousser dans le même sens. Donc ça c'est vraiment positif. Là où effectivement ça peut être plus surprenant, et on a un gros travail d'évangélisation et d'explication, et merci de contribuer à nous permettre de le faire, c'est quand on explique ce que c'est qu'une phéromone, à savoir ces petites odeurs émises par la femelle d'un lépidoptère, donc d'un papillon, pour attirer le mâle et se reproduire, et que s'il s'agit d'une molécule aussi complexe qu'une molécule d'un médicament ou d'un parfum, un peu à mi-chemin entre l'un et l'autre, et que notre travail consiste à faire de la chimie de haute valeur ajoutée, raisonnée, avec économe en énergie et économe comment dirais-je, en produits solvants, pour pouvoir diffuser cette odeur dans les champs et empêcher ainsi, le plus naturellement du monde, la prolifération de ravageurs nuisibles. Donc là, effectivement, il y a un petit peu de point d'interrogation dans les yeux des gens, mais voilà, quand on explique, tout le monde est conquis. Voilà, c'est pour ça aussi que ça passe par une révolution culturelle, et c'est aussi pour ça qu'il faut des deep tech sur cette dimension culturelle pour changer les appréhensions et les regards sur les choses, et notamment sur le vivant. Bah, écoutez, merci beaucoup. Suite de l'aventure très prochainement, parce qu'il y a beaucoup de potentiel et beaucoup de belles idées à accompagner et à aider à développer. Merci beaucoup tout le monde. Audrey de Vidal pour le muséum, Delphine Bouvier pour L'Oréal, Géraldine Ganvaux pour 3D Experience Lab d'Asso Systèmes, Franck Sylvain pour Énergie, Pierre Leblinvaux à distance pour TechnoFounders et BioInspire, et Johan Fournil pour M2I. On se retrouve à 16h30 pour parler d'inspiration issue du vivant pour les modèles de management, parce que pour être créatif et pour changer là aussi notre vision des choses, on peut s'inspirer du vivant pour organiser les structures humaines d'une autre manière. On en parle avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Ça va vous étonner tout à l'heure à 16h30. Voilà, à tout à l'heure. Merci.